La liberté contrôlée. On encadre, on conditionne, on déplace. Toujours pour de bonnes raisons, la sécurité, la santé, la lutte contre le terrorisme, la protection des enfants, la modernité ou encore l'efficacité. Et toujours de façon temporaire, en attendant mieux, en attendant que ça passe ou en attendant la prochaine urgence. L'état d'urgence qui est devenu normal, et tout ça a commencé vraiment en 2015 avec l'état d'urgence qui est donc décrété après les attentats. Il est présenté comme exceptionnel, limité et nécessaire. Perquisition administrative, assignation à résidence sans juge, restriction de circulation ou encore interdiction de rassemblement. Et puis, l'exception devient une habitude. En 2017, une grande partie de ces mesures est intégrée dans la loi commun. Ce qui devait donc être provisoire devient structurel. La menace ne disparaît jamais vraiment et donc les outils non plus. Sachez également que la surveillance suit la même trajectoire avec la loi renseignement. L'État légalise des dispositifs jusque-là assez discrets, boîte noire algorithmique, interception de masse ou encore collecte de métadonnées. Bon, bien sûr, le citoyen n'est pas suspect, mais il devient observable, il n'est pas surveillé individuellement. Ce serait bien sûr excessif, mais intégrer un flux analysable. La présomption d'innocence reste donc intacte sur le papier. Dans les faits, on anticipe les comportements. La rue aussi est également régulée avec la loi anticasseurs qui permet d'interdire de manifester certains individus sur simple décision administrative sans condamnation préalable. Alors on ne punit pas un acte, on empêche un risque. Manifester devient donc un droit conditionné à une appréciation préalable de votre dangerosité potentielle. Avec la loi sécurité globale, la logique s'étend à l'image. Drone de surveillance, caméra embarquée, restrictions sur la diffusion d'images des forces de l'ordre. Ce n'est donc pas la censure qui inquiète, mais le contexte. Ce n'est pas l'image qui pose problème, mais son usage. L'espace public devient donc observable, mais à sens unique. On se souvient tous également de la santé avec la pandémie qui marque un tournant avec les confinements, attestations, contrôle de déplacement, sanctions administratives et le pass sanitaire. Donc accéder à un café, un train, un hôpital, un travail parfois devient conditionné à un statut, encore une fois temporaire, exceptionnel et nécessaire. Alors sans remettre en cause le bien fondé du confinement ou autre mécanique qui a permis de rester en bonne santé, la problématique c'est que l'idée s'installe. Les droits peuvent être modulés selon des critères, que ce soit sanitaires, comportementaux ou statistiques. Ces dernières années, l'exécutif étend également son pouvoir sur des structures collectives, avec la loi séparatisme qui permet de dissoudre des associations, fermer des lieux ou encore contrôler des discours au nom des valeurs républicaines. Eh bien, c'est bien sûr défini par l'État lui-même. Alors, l'intention affichée est louable, l'outil, lui, est large, il est vraiment trop large pour ne pas inquiéter. Et puis il y a également des chiffres qui comptent. Avant même de modifier encore le droit, les chiffres existent et ils devraient à eux seuls imposer la prudence. Depuis la réforme de 2017 sur l'usage des armes par les forces de l'ordre, le nombre de tirs mortels a fortement augmenté, et en particulier lors de refus d'obtempérer. Entre 2020 et 2022, la rupture est nette. En 2022, 13 personnes sont mortes après des tirs de policiers dans ce cadre précis, contre 2 en 2021 et 3 en 2020. Les analyses disponibles montrent que le nombre de tirs mortels sur des véhicules en mouvement a été multiplié par 6 depuis l'entrée en vigueur de ce nouveau cadre juridique. Alors, bien sûr, ces chiffres ne disent rien de la peur, l'intention ni la complexité du terrain. Mais ils disent une chose, et elle est essentielle. Le droit a changé et ses effets sont mesurables. Dès lors, une question s'impose. Quand l'usage de la force létale augmente, la réponse démocratique consiste-t-elle à renforcer le contrôle ou à l'alléger encore? Est-ce que c'est ça le sens de la mission qu'on souhaite pour nos policiers? C'est dans ce contexte qu'apparaît une autre proposition, plus lourde de conséquences encore, celle visant à instaurer une présomption de légitime défense pour les policiers et gendarmes. Sous couvert de protection des forces de l'ordre,
réel, nécessaire, indiscutable. Il s'agit de modifier l'équilibre juridique entre l'usage de la force et le contrôle a posteriori. La proposition entend faciliter la reconnaissance de la légitime défense en abaissant les seuils d'appréciation, en élargissant les situations présumées menaçantes et en renforçant la justification a priori de l'acte. Autrement dit, moins de doute au moment de tirer, moins de questions après. Le droit pénal repose pourtant sur un principe clair. La force létale est une exception absolue, strictement encadrée et évaluée avec prudence. Transformer cette exception en zone grise, c'est accepter que la protection prenne le pas sur la responsabilité et que l'État s'accorde à lui-même une marge croissante d'irréversibilité. Ce n'est pas pour protéger la police. Près de 40% des policiers se disent en détresse psychologique. Ces chiffres ne révèlent pas l'exception individuelle, mais un phénomène massif reconnu par l'administration elle-même. Il pose une question strictement factuelle. Comment articuler l'élargissement des conditions d'usage de la force avec un état de fragilité psychique largement documenté au sein de l'institution? Au lieu de les aider sur des sujets précis, surcharge de travail, horaires décalés, pression hiérarchique, injonctions contradictoires, exposition permanente à la violence, non, rien de tout cela n'est intéressant pour nos dirigeants. Juste un bond d'encouragement pour la violence avec moins de contraintes en cas d'usage. Enfin, la démocratie, alors bien sûr, on en parle et aucune de ces lois prises isolément n'aboutit à abolir la démocratie, bien entendu, aucune ne supprime frontalement une liberté fondamentale, mais toutes reposent sur la même logique. Anticiper plutôt que juger, prévenir plutôt que réparer, administrer plutôt que délibérer, sécuriser plutôt que garantir. Le juge recule, l'administration avance. Le citoyen n'est plus seulement sujet de droit, il devient objet de gestion. La France est bien sûr une démocratie. Les élections ont lieu, les contre-pouvoirs existent, les médias qui sont détenus, mais bon, ils sont parfois libres. La liberté change donc de nature, elle n'est plus un socle, elle devient une variable ajustable. On ne vous interdit pas, on vous autorise, mais sous condition. Et toujours pour votre bien, bien sûr. Enfin, le dernier glissement en date, les mots. Et pendant que l'on empile donc ces dispositifs, une nouvelle tentation apparaît, celle de légiférer sur les mots. La proposition portée par Caroline Yadan s'inscrit dans ce mouvement, soutenu par des députés visiblement appuyés par la gauche. Donc elle ne cherche plus seulement à sanctionner des actes, mais à redéfinir les cadres du disciple, à fixer par la loi ce que certains mots doivent désormais signifier et ce qu'ils ne doivent plus permettre de dire. Or, le droit français punit déjà le racisme, fermement et sans ambiguïté. L'injure raciale, la diffamation, l'appel à la haine, la provocation à la violence sont déjà réprimés. Les outils existent, les sanctions aussi. Ce déplacement du combat, des actes vers les formulations, des faits vers les intentions supposées pose une question simple. Que reste-t-il du débat démocratique quand on commence à corriger le langage au lieu de juger les comportements? On ne lutte pas contre le racisme en appauvrissant la parole. On ne protège pas une société en la rendant linguistiquement sous surveillance. À force de vouloir moraliser les mots, on oublie l'essentiel. La loi est faite pour juger ce qui nuit, pas pour formater ce qui pense.